BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les contemporains, les témoins de ce monde qui se construit, les contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos. Donc, comme chaque vendredi, nos NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles, ils nous rejoignent aujourd'hui. Claire Balva pour De Block, VP stratégie de Block. Bienvenue Claire, on est ravis de vous accueillir. Et il est avec nous aussi en plateau, il est de passage à Paris, Owen Simonin. Bienvenue Owen, le fondateur de la chaîne YouTube Hasher avec un H au début. Il est à la tête de Meria. Bienvenue Owen. Bonjour. On est ravis de vous retrouver l'un et l'autre. On va parcourir ensemble toutes les news de la semaine. Elles ont encore été nombreuses. Mais d'abord, le potentiel technique sur les cryptos. Vincent Gann avec nous pour analyser, mesurer, anticiper l'avenir du Bitcoin. Bonjour Vincent. Bonjour, Analyse Guillaume, technique indépendant. Vincent, évidemment, la journée elle est marquée par ce conflit là, de plus en plus ouvert désormais, donc entre Israël et l'Iran. Frappe massive quand même des Israéliens sur des sites nucléaires, notamment iraniens, des cibles également parmi des dirigeants de la révolution, des guides de la révolution en Iran. Bref, tout ça fait monter les enchères, le pétrole monte et peut-être aussi un impact à suivre sur le Bitcoin, Vincent. Oui, effectivement, c'est une séance avec un schéma classique d'aversion pour le risque, un vendredi 13 écrasé par la géopolitique. Alors, les actifs risqués sont sous pression, le marché action, le marché des cryptos, le pétrole en hausse, et puis vous l'avez dit, le prix de l'or pas loin de son record. Mais je vais quand même vous dire une chose. Vous savez, moi, quand j'ai lu, c'est la première chose que je fais le matin, quand j'ai lu l'actualité ce matin, je n'avais pas regardé le marché, je m'attendais à avoir un bain de sang sur le marché des crypto-monnaies. C'est ce qui se passe en général avec des faits géopolitiques de cette nature. Je pensais voir Bitcoin à moins 5, moins 10%, et finalement, j'étais assez étonné de le voir en petite baisse. Là, il perd 0,80%. Il affiche quand même une relative résilience, et puis il se maintient pas loin de dans ce record historique. Bon, par contre, du côté des altcoins, effectivement, c'est à nouveau un marché qui est sous pression, mais ça, on commence à en avoir l'habitude sur ce cycle. Donc, l'évaluation que j'en fais, c'est qu'au fond, j'ai l'impression qu'il a acquis une certaine maturité. Il va souffrir à court terme, en corrélation avec le marché action. Il a un mouvement opposé à l'or aujourd'hui, mais finalement, je trouve qu'il tient relativement bien sur la séance du jour en lien avec l'actualité. Au-delà de la séance du jour, est-ce que vous estimez que ce niveau des 110 000 $ pour le Bitcoin atteint lundi dernier peut représenter le haut de cycle, l'ultime frontière à la hausse pour le Bitcoin cette année ? Alors, je pense que vous connaissez déjà ma réponse, cher Guillaume. Je vais vous répondre simplement non. J'estime que ce niveau des 110 000 $, ce n'est pas le haut de cycle, à la fois pour des raisons qui concernent son prix, des raisons qui concernent aussi le cycle temporel de Bitcoin, qui, selon moi, se termine en fin d'année. Mais plus factuellement, je suis un certain nombre de modèles de haut de cycle. Aucun d'entre eux n'alerte quant à un haut de cycle établi en début de semaine à 110 000 $. Il y a des choses positives du côté des indicateurs avancés. Il n'empêche, à court terme, le marché va consolider. Je pense qu'il peut osciller toujours entre 95, 100, 105 000 $. La prochaine étape, ce sera la Fed de la semaine prochaine. Mais moi, je reste convaincu que ce marché ira plus haut d'ici la fin d'année et que les 110 000 ne sont pas le haut de cycle. Merci beaucoup Vincent. Vincent Gann avec nous régulièrement. Salut Vincent, analyste technique indépendant. L'actualité, au-delà de la géopolitique du... Salut Vincent, il a raccroché. Elle aura été extrêmement riche avec Solana. En route, Solana vers un premier ETF spot. Il se trouve que la SEC, le gendarme des marchés américains, montre qu'elle s'y intéresse de plus en plus, la SEC, et on peut-être y voir le signe que ces premiers ETF approchent. Société Générale, de son côté, ça y est, c'est jeté à l'eau. Son stablecoin dollar est lancé. Une première au monde. C'est la première fois qu'une banque lance son stablecoin dollar sur une blockchain publique. Et elle est française, cette banque. C'est donc Société Générale qui aura ouvert le bal. Et puis en bourse, incroyable introduction de Circle quand même la semaine dernière. Alors à qui le tour ? Parce que généralement, quand une entreprise, un secteur réussit son intro en bourse, ça donne des idées à d'autres. On voit parler, par exemple, passer surtout cette rumeur autour de Gemini qui pourrait s'intéresser aussi à une introduction en bourse. On va regarder ce que sera l'avenir de l'écosystème crypto également en bourse après le triomphe de Circle. Votre machine à concentrer l'essentiel s'active. Les pros des cryptos comme chaque vendredi. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc cette semaine, Claire Balva, bienvenue Claire, ravi de vous retrouver. Merci, et Owen Simonin, salut Owen. Bonjour. Bienvenue également, content de vous retrouver l'un et l'autre. Owen, on va parler de la sécurité dans un instant des entrepreneurs, parce qu'un décret est passé cette semaine intéressant quand même. D'abord Claire, je vous présente à chaque fois De Block, il va falloir que j'arrête de vous présenter De Block, puisque vous allez devenir bientôt directrice générale de l'ADAN, c'est l'association de développement. Oui, c'est ça, à partir de début septembre. Voilà, exactement. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Ce sera quoi les principaux enjeux du coup pour vous dans ces nouvelles fonctions ? L'ADAN, c'est en gros la fédération des acteurs crypto en France et c'est aussi la plus grosse association européenne sur le sujet crypto.
Et donc le premier objectif, c'est déjà de rassembler le secteur. Vous savez qu'on a un secteur où il y a parfois plein d'avis différents et parfois même des intérêts différents. Mais je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à trouver des intérêts et des objectifs qui soient communs à tout le monde. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Dans les prochaines années, à mon sens, il y a pas mal d'enjeux réglementaires. En ce moment, par exemple, on parle beaucoup des enjeux autour des stablecoins et du paiement. Et donc, l'objectif de la DAN, c'est qu'il y ait une réglementation qui fasse sens pour que le secteur puisse se développer sereinement avec en ligne de mire pas juste l'intérêt du secteur, mais aussi l'intérêt de l'Europe, parce que le risque aujourd'hui, c'est que l'Europe devienne simplement un marché pour des acteurs étrangers. Et donc, on veut que le secteur puisse se développer sereinement en Europe. Voilà, et donc vous deviendrez directrice générale à partir de septembre prochain, avec en président un autre pro des cryptos régulier, c'est Stanislas Barthélémy. Voilà, on est fiers quand même, effectivement, en force. Il faut dire la DAN, c'est ça. Moi, je dis toujours la DAN, et tout de suite, vous m'avez corrigé. Donc, ce sera votre première mission, me convaincre de dire la DAN plutôt que la DAN. On vous en veut pas. Vous pouvez prononcer ça comme vous voulez. Bon, on rappelle la signification de l'association de développement pour le développement des actifs numériques, et pas la défense. Le développement, on est positif quand même dans cet écosystème crypto. Et on va parler de l'avenir justement à travers les enjeux de sécurité également. Owen, ça vous concerne, hein, vous tous, les entrepreneurs crypto, la sécurité des entrepreneurs. Il se trouve que le gouvernement accélère avec cette semaine, Owen, un décret supposé mieux vous protéger. Est-ce que ce décret, pour vous, constitue un solide pare-feu ? Solide pare-feu, non. Déjà, la sécurité parfaite n'existe pas. C'est un pas en avant, et il faut le reconnaître, c'est important. Et pour le coup, ça montre également la réactivité du gouvernement suite aux différents kidnappings qui ont eu lieu. En l'occurrence, ça permet, et c'est une démarche volontaire, c'est important de le comprendre, aux entrepreneurs de faire la démarche au greffe et de demander à ce que leur adresse publique ne soit pas dans les papiers qui sont publiés naturellement sur Internet, et donc donnant accès à n'importe qui à l'adresse du chef d'entreprise. C'est une très bonne nouvelle, c'est quand même un décret qui est initié par la DAN, encore une fois, pour en revenir à cette association, et qui a été évidemment poussé, soutenu par le ministère de l'Intérieur et par d'autres parties. Ce qui est important, c'est que ça a été très réactif. Ça a été annoncé hier ou avant-hier, si pas de bêtises, il y a 2-3 jours sur les réseaux. Et pour le coup, maintenant, ça va être une démarche qui doit rester du côté de l'entrepreneur. C'est pas automatique, mais ça va permettre, et non seulement dans le monde de la crypto et dans l'entrepreneuriat au sens large, de demander à ce qu'un dirigeant va pouvoir protéger un peu plus ses informations personnelles et donc indirectement sa vie privée. Oui, bien sûr, parce que jusqu'ici, n'importe quel entrepreneur voit l'adresse de sa société, mais parfois c'est son domicile, directement accessible sur Infogreffe, sur les réseaux. C'est un vrai sujet quand même. Et ça a obligé à passer par des sociétés de domiciliation, et bref. Ouais, clair. Exactement. Et c'est une vraie avancée, je trouve, dans le combat pour la vie privée. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus déclarer votre adresse, simplement déjà elle ne sera plus publiée et aux yeux de tous. Donc je pense que c'est une vraie avancée. Et Owen l'a dit, c'est la DAN qui est derrière un certain nombre de discussions aujourd'hui avec le ministère de l'Intérieur sur les sujets de protection et de sécurité. Et je pense que c'est un sujet qui va être amené à être présent à la DAN à long terme, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de lâcher ce sujet dès qu'on pense que tout va bien. Solana, on doit en parler de Solana parce que ça fait quelques semaines qu'on n'en parlait plus beaucoup. On va peut-être avoir des raisons d'en parler davantage. Solana qui attend toujours ses premiers ETF spot, les demandes ont été transmises il y a déjà des mois et là ça semble bouger un peu. Là. Il y a des petits signes, les premiers ETF spot Solana pourraient peut-être bientôt apparaître. Qu'est-ce qui nous met sur la piste de l'optimisme là-dessus, Owen ? Un simple indice qui a été exactement le même sur l'approbation des ETF Bitcoin. La Security Exchange Commission, qui devait donner son feu vert le 9 juin, a demandé un délai supplémentaire. Et dans ce délai supplémentaire, qui est généralement de quelques semaines ou quelques mois, ils ont demandé à toutes les personnes qui ont eux-mêmes rempli le dossier pour avoir donc le formulaire S1 pour justement pouvoir enregistrer un tout premier ETF sur Solana, ils leur ont demandé de réaliser certaines légères modifications. Exactement ce qui s'est passé avant l'approbation finale sur Bitcoin. Et donc, naturellement, le marché a bien réagi. Solana a repris 15-20 $ en quelques jours, même si les récents événements de la nuit dernière sont venus calmer rapidement le marché des altcoins. Il y a fort à parier, en tout cas c'est ma position, que dans quelques semaines ou au plus tard 1 mois et demi, 2 mois, on ait les premiers ETF Solana sur le marché. Ah oui. Maintenant, est-ce que ce sera un succès retentissant ? Ça n'a pas été le cas sur Ethereum, sur l'Ether. Et donc, on ne peut pas vraiment savoir ce que ça va donner sur Solana. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on a le privilège de l'expérience. C'est-à-dire que les ETF Ethereum n'ont pas amené énormément de volume et n'ont pas permis à Ethereum de surperformer. Loin de là, ça n'a pas suffi, malgré les ETF. Donc, on peut se dire que les attentes autour de ces nouveaux ETF Solana ne seront peut-être pas aussi élevées qu'elles l'étaient sur Ethereum. L'expérience instruit-elle bientôt le bac de philosophie ? On ne peut pas le savoir, et Solana joue une carte qui est très importante ici, c'est que bien que j'aime beaucoup de choses chez Ethereum, ils ne sont pas là pour suivre les mouvements et les envies de la communauté.
l'Ether, ils suivent, ils ont leur roadmap technique et globalement, ils veulent livrer certains points techniques. Ils ne sont pas là pour suivre la tendance, ce que Solana a toujours fait. Quand la tendance, c'est les mêmes coins, on vous fait des machines à faire des mêmes coins. Quand la tendance, c'est le pari gambling à 24 heures, on vous donne des outils pour pouvoir le faire. En l'occurrence, il se pourrait, et ça va dépendre de comment ça va être perçu par des institutions, que l'ETF Solana fonctionne bien. Et à ce moment-là, ça va encore opposer encore plus Solana et Ether. Et ça pourrait même tirer vers le bas le prix du jeton Ether. Oui. Il y a quand même une vraie différence, je trouve, entre Bitcoin par nature et des autres jetons comme l'Ether ou le Solana. Les jetons comme l'Ether ou le Solana sont là pour faire fonctionner un protocole informatique sur lequel il y a d'autres jetons, d'autres applications. Ce n'est pas un actif en lui-même qui a été créé pour être une réserve de valeur. Et donc, il y a une vraie différence entre Bitcoin, qui peut faire office de réserve de valeur, et ces actifs-là, qui sont souvent vus comme du gaz qui permet de faire fonctionner des applications. Donc, quand vous écoutez les experts de l'investissement, la plupart vous disent qu'il y a une vraie différence quand même entre Bitcoin, sur lequel on peut avoir une thèse d'investissement, et ces autres actifs. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur ce qu'on entend par succès d'un ETF. L'ETF Bitcoin, ça a été un succès, ça a été un énorme succès. C'est pas parce que le succès des ETF Ethereum a été moindre que celui de Bitcoin que c'est nécessairement un échec complet. En fait, on dit que ça n'a pas eu de succès parce que ça n'a pas fait augmenter le prix de l'Ether. Mais en réalité, s'il y a d'autres demandes d'ETF aujourd'hui, c'est bien que les grands asset managers considèrent qu'il y a quand même un certain succès de ces ETF. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un succès, l'ETF Ether, quand on dézoome et qu'on voit les volumes. C'est juste proportion gardée vis-à-vis de Bitcoin, ce n'en est pas un. C'est comme dans la finance traditionnelle, il y a une expression qu'ils adorent utiliser, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Il y a à chaque fois. Donc toute chose étant égale par ailleurs, quand même, c'est un succès bien évidemment, ces ETF Ether, et on espère le même sort pour les ETF Solana, dont on espère surtout qu'ils arriveront dans les toutes prochaines semaines. Et pendant ce temps, le stacking aussi avance. On en parlait, du stacking, c'est quoi? Comment ça marche? C'était dans le précédent épisode des pros des cryptos, tu as retrouvé en replay d'ailleurs. Eh bien, il se trouve que depuis qu'on en parlait, les montants déposés en stacking, Claire, ont atteint des records sur Ethereum. Oui, tout à fait. On a aujourd'hui entre un quart et un tiers des Ethers qui sont stackés. Et donc, effectivement, c'est énorme, ça se compte en milliards. Et ce que moi, je constate quand même, c'est que c'est une industrie qui a beaucoup mûri. Quand Ethereum est passé du proof of work au proof of stake, il y avait quand même toujours un risque. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, je vais aller stacker mes Ethers, mais déjà, c'était compliqué. Pour avoir un nœud, il fallait mettre 32 Ethers. Tous les prestataires n'étaient pas encore là. Et aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus facile d'aller stacker ces Ethers. La quasi-totalité des plateformes le proposent. La dernière mise à jour qui a eu lieu sur Ethereum, maintenant, a fait sauter la limite sur les nœuds validateurs. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour les grands nœuds d'aller augmenter le nombre d'Ethers qui sont stackés. Et donc, toutes les barrières techniques, aujourd'hui, ont sauté pour faire du stacking. Et c'est pour ça que, tout simplement, cette industrie se développe. Et qu'aujourd'hui, si vous avez des Ethers sur votre portefeuille ou sur vos exchanges, vous allez vous dire pourquoi les laisser là et pourquoi ne pas les stacker pour toucher du rendement. Je voulais souligner un point, mais j'ai peur de ne pas parfaitement être juste dans ce que je vais dire. Owen, si. Quand il y a le proof of stake, c'est un consensus qui vient quand même veiller à la sécurité du réseau. Le fait d'atteindre des paliers comme 33% des Ethers stakés, ce sont des paliers qui mathématiquement viennent encore augmenter la sécurité du réseau. Encore une fois, le problème c'est que j'ai pas le chiffre exact et donc généralement je manque l'occasion de me taire. Mais imaginez un réseau en proof of stake sur Bitcoin, c'est la fameuse attaque 51 qui est surveillée sur les réseaux en proof of stake. Souvent c'est autour de 33%. Donc avoir une aussi grosse part de la supply qui est immobilisée et qui est bloquée, ça vient montrer un certain signe de maturité du réseau et d'augmenter sa sécurité, en tout cas sur les théories mathématiques qui peuvent le mettre en danger. Alors vous êtes nombreux à chaque épisode des Pros des Cryptos le vendredi à réagir. C'est Karamba13 qui nous a laissé sur le fil X BFM Crypto ce commentaire. Il estime qu'à ses yeux, on ne parle pas assez dans cette émission du Bitcoin. On n'en parle jamais assez. C'est fou, hein. Alors normalement, il y aurait dû y avoir un son, mais il n'est pas parti. On n'a même pas une demi-heure, donc... Non, mais on va se rattraper. Pour Karamba13, qui peut-être ne suit pas tous les épisodes des Pros des Cryptos, on va à nouveau quand même aujourd'hui aussi parler du Bitcoin quand même. C'est vrai qu'on n'a pas démarré dessus, mais le Bitcoin reste le roi, bien sûr. Et peut-être une baleine supplémentaire à venir pour le Bitcoin. Enfin, une baleine supplémentaire. Une baleine amenée à grossir. Elon Musk pourrait investir dans le Bitcoin encore plus massivement. C'est un bruit qui fait l'espoir d'une partie de la communauté. En fait, le divorce d'Elon Musk avec Donald Trump pourrait pousser davantage Elon Musk dans les bras du Bitcoin. Pourquoi cette croyance est-elle en train de monter dans l'écosystème, Claire ? Alors c'est du conditionnel de conditionnel. Hein. Je pense que la rumeur qu'il y a derrière ça, c'est de se dire Elon Musk pourrait risquer un gel de ses avoirs
parce que en s'étant brouillé avec Donald Trump, il risque la foudre du pouvoir américain et des autorités américaines, et donc de se faire geler ses avoirs, alors que s'il les détient en crypto et plus particulièrement en Bitcoin, il peut quand même conserver ses avoirs et ne pas dépendre du dollar américain, du système financier américain. Et donc, ça pourrait le pousser davantage dans les bras du Bitcoin. Mais il n'y a aucun, je dirais, signal d'Elon Musk en ce sens pour l'instant. Oui. Il en faut peu à Twitter pour se trouver une bonne nouvelle. Est-ce qu'Elon Musk va se jeter davantage encore dans les bras du Bitcoin pour se protéger d'un éventuel gel de ses avoirs si le divorce se confirme avec Donald Trump? Bon, on regardera ça. En tout cas, entre Elon et Donald, c'est compliqué. Si tu reviens, j'annule tout. Il y a un petit côté comme ça entre... Divorce ou pas, en tout cas, les États-Unis continuent, eux, d'avancer sur la voie des cryptos. Le Sénat américain, Claire, a voté comment ça s'appelle? Le Genius Act. Genius. Oui, c'est ça. C'est un pas majeur, apparemment, pour les stablecoins. Oui, c'est un acronyme que je ne me risquerai pas à détailler ici, mais effectivement, c'est la réglementation sur les stablecoins aux États-Unis qui a été votée par le Sénat, mais qui doit encore être votée par la Chambre des représentants. Donc, ce n'est pas encore officiellement voté, acté, mais c'est quand même en bonne voie, surtout que c'est une proposition qui a été portée de manière bipartisane, donc avec un membre du Parti des Républicains et un membre du Parti démocrate. Et c'est une réglementation spécifique sur le sujet des stablecoins qui porte notamment un certain nombre d'exigences sur les réserves et sur les audits annuels de ces prestataires de stablecoins. Les points qui font débat quand même et qui vont sans doute faire débat dans la Chambre des représentants, c'est le lien entre cette réglementation et les projets de la famille Trump, et notamment autour du projet Liberty et du lancement de stablecoins de la part de Donald Trump, puisqu'on sent bien là qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts entre le fait de lancer un business et de faire voter en même temps une réglementation autour de ce type de business. Oui, mais la dynamique se poursuit, se confirme. Alors, autour de ce Genius Act, vous le disiez, le vote du Sénat, et puis de son côté, Owen, le patron de la SEC, Paul Atkins, a fait cette semaine une déclaration d'amour à l'écosystème crypto. La réalité, c'est qu'ils les enchaînent. Non seulement ils tiennent les promesses qu'ils avaient faites, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins, ils sont en train d'atténuer, voire même d'arrêter tous les conflits qui ont été faits avec les différents acteurs. En plus de ça, ils sont vraiment en train de créer ce cadre qui permet l'innovation, ce qui a rappelé également des fonds et de la liquidité pour investir dans des sociétés crypto aux États-Unis. Et en plus, on sent que ça commence à se débloquer au niveau des ETF, alors que c'était quand même, mine de rien, la SEC qui est le dernier rempart pour pouvoir valider ou non ce genre de produit. Donc, il y avait ce doute d'avoir une nouvelle ère après l'ère Gensler et d'avoir une ère qui était très pro-crypto. Elle est aujourd'hui confirmée et ça semble s'accélérer. Je pense que ça va continuer à aller dans cette direction. Et au-delà de toutes les discussions qu'on peut avoir qui sont très court-termistes entre le comportement que peut avoir Donald Trump vis-à-vis des crypto-monnaies quand il en crée une lui-même, la position du gouvernement américain, est-ce c'était une position pour son électorat ou est-ce que c'est réellement sa volonté de créer un cadre qui est stable pour le monde des crypto-monnaies? Visiblement, en tout cas, la Security Exchange Commission a bel et bien à cœur cette mission de faire des États-Unis un endroit où le cadre sera propice au développement des actifs crypto. Et ça, c'est plus qu'une simple tendance politique, ça devient un fait aux États-Unis. Oui, ça semble vouloir se confirmer effectivement. Les pros des cryptos chaque vendredi sur BFM Business. Alors je vois parfois des commentaires, BFM les cryptos, ou là, s'ils commencent à s'y intéresser, faut lâcher les cryptos. Non, c'est la 5e saison là, les amis. Il y en a certains qui prennent le wagon, le train en marche. Ça va vite. Ça va vite. Ça fait 5 ans qu'on est là et on a déjà vécu un hiver crypto, on a tenu et on est encore là maintenant que le Bitcoin est sur de nouveaux plus historiques sur BFM Business. Tiens, je sens qu'entre la finance traditionnelle et vous, l'écosystème crypto, Owen, Claire, je sens que jusqu'au dernier jour, ce sera l'œuf et la poule. Vous préférez être l'œuf ou la poule, d'ailleurs, l'un et l'autre? L'œuf ou la poule? Vraiment. On l'avait jamais eu, celle-là. Pourquoi c'est pas Claire qui répond avant? Aujourd'hui, c'est toi. Ça change. Ouais. Je préfère être une poule. Claire, l'œuf ou la poule? Le mieux, c'est de dire comme toi. Je vais dire comme moi. C'est facile, très consensuel. Ce sera l'œuf et la poule, en tout cas. On va se demander pendant des années qui doit quoi à qui. On va se demander si la finance traditionnelle pénètre la crypto et en prend les commandes, ou si c'est le monde crypto qui est en train de changer la finance traditionnelle. Ça va durer des années et sans doute jusqu'au bout. L'œuf ou la poule? Alors, une raison de plus de se poser cette question. Cette semaine, pour la première fois, une banque a émis un stablecoin dollar sur une blockchain publique. Donc, un stablecoin dollar émis par une banque traditionnelle. Vous suivez, il s'agit de Société Générale. Et Cocorico, Français Société Générale, qui est donc devenue cette semaine la première banque à lancer son stablecoin dollar sur une blockchain publique. Pourquoi c'est si important, Owen? C'est important parce que ça marque une tendance. Et ça vient confirmer ce que tout le monde savait, parce que Société Générale, en tout cas Société Générale Forge, émission d'obligations sur la blockchain Ether depuis 2017. Stablecoin euro qui avait été éprouvé, qui a passé c'est la première banque à avoir réellement travaillé sur ce genre de solution.
Aujourd'hui, c'est un stablecoin dollar. Pourquoi ? Parce que le marché des stablecoins, il est sur le dollar. Et ensuite, une émission publique, car c'est plus un vase clos comme ça l'était à l'époque. Aujourd'hui, Ether, Solana. Ça montre simplement que les géants s'y positionnent. Pas, mais vraiment aucune surprise sur la Société Générale. Oui. Et je me permets de faire un petit clin d'œil ici. Quand les banques nous ont tourné le dos, c'est la seule banque qui nous avait ouvert la porte à l'époque. Et quand tout le monde commençait à bidouiller avec les crypto-monnaies en se disant c'est sérieux, ça l'est pas, et parler encore de blanchiment d'argent, on avait déjà certains acteurs qui construisaient dessus. Donc aucune surprise qu'ils soient devant tout le monde là-dessus, parce que ça fait bien longtemps qu'ils ont commencé à battre le fer. En attendant, c'est une tendance qui est vraiment généralisée. Ils ne sont pas tout seuls. Ils ont peut-être un petit peu d'avance sur beaucoup de choses, mais il y a énormément de grandes institutions et des institutions financières et des banques en France et en Europe qui vont lancer leur stablecoin bientôt. Oui, et parmi elles, la Deutsche Bank aussi, qui semble bientôt, elle aussi, prête à lancer ses propres stablecoins, Claire. Oui, en tout cas, ils ont fait savoir, j'ai l'impression, à la presse qu'il y avait des travaux en cours, mais il n'y a pas eu de véritable communication officielle détaillée sur ce que pourrait être ce stablecoin. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de banques là, qui vont laisser savoir qu'elles travaillent là-dessus, parce que, ayant vu que Société Générale se lance officiellement, il faut quand même montrer au monde qu'on n'est pas à la ramasse et qu'on est soi-même aussi en train de faire quelque chose. Et pour compléter ce que disait Owen, pourquoi elles s'y mettent toutes aujourd'hui ? Déjà parce que maintenant il y a une réglementation stable, mais surtout parce que cette réglementation a poussé dehors un certain nombre d'autres stablecoins sur le marché. Je pense notamment à l'USDT qui était le grand leader des stablecoins. Reste aujourd'hui l'USDC qui fonctionne bien, qui est émis par un acteur qui est américain, qui a une filiale en France. Mais ensuite, en réalité, il y a plus grand monde. Il y a des tout petits stablecoins. Et donc, forcément, on a l'impression qu'il y a une place à prendre sur ce marché. Et c'est très logique que les banques soient les premières à y aller. D'autant que les stablecoins sont de plus en plus utilisés dans les transferts d'argent. Et une entreprise qui a des millions et des millions de clients est en train de parler à son tour des stablecoins en bien. C'est Uber. Uber, oui, les taxis que vous commandez Uber, eh bien, les jugent prometteurs les stablecoins. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça changerait si on pouvait un jour payer une course Uber en stablecoin ? Et est-ce qu'ils sont seuls parmi les grandes boîtes à vanter les stablecoins ? Ils sont très nombreux à vraiment commencer à parler des stablecoins. Ça les intéresse bien parce que du coup la législation est claire maintenant. Dans le cadre d'Uber, c'est le fait de pouvoir payer notamment des chauffeurs à l'étranger parce que c'est instantané, parce que ça facilite beaucoup de choses dans l'usage du paiement, et naturellement parce que c'est Uber et parce que c'est un géant, très rapidement la moindre petite mention du « on est en train de s'intéresser aux stablecoins » enflamme les réseaux sociaux et fait couler un petit peu d'encre. Mais c'est le cas de vraiment beaucoup d'autres acteurs comme par exemple Apple et comme évidemment d'autres institutions américaines qui maintenant considèrent les crypto-monnaies comme un sujet intéressant et pourquoi pas notamment le fait d'intégrer directement ces solutions de paiement qui permettent de ne pas s'exposer à la volatilité de la crypto-monnaie, mais de profiter d'un paiement 24/24, 7 jours sur 7, week-end, jours fériés, et qui fonctionne bien notamment pour les paiements cross-border. Oui. Alors Uber vante les stablecoins, Apple aussi, vous le disiez, il y a Airbnb, X bien sûr avec Elon Musk, et le président sortant du Conseil de stabilité financière s'est exprimé cette semaine en expliquant qu'il fallait désormais regarder très sérieusement les stablecoins parce que les émetteurs de stablecoins détenaient une part substantielle, c'est le terme qu'il utilise, de bons du trésor américain. Eh oui, ça compte aussi et les stablecoins sont en train de devenir un enjeu macroéconomique. Et c'est une chasse gardée, c'est-à-dire également le fait qu'on parle du dépôt. Un utilisateur qui veut lui-même être son propre custody, qui veut lui-même être son propre dépositaire, il va lui-même enlever du bilan de certaines entreprises un actif qui est pourtant très intéressant dans nos ratios, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu. Donc naturellement, les stablecoins vont prendre un sujet d'ampleur et vont être très à la mode et en vue du régulateur dans les années qui viennent. Et ça, le marché traditionnel semble en avoir conscience puisque Circle s'est introduit à Wall Street il y a quelques jours. Et alors, quelle intro, quel triomphe, franchement. Écoutez, l'introduction de base, le titre était à $31. J'ai voulu mettre un ordre limite, j'ai voulu acheter à $50. Je me suis dit qu'il allait avoir une chandelle. J'ai pas été exécuté. Les premiers prix d'exécution ont été autour de 70, 80, 90 et c'est monté jusqu'à 140. Et c'est d'autant plus dingue qu'il y avait une valorisation qui était attendue à 6 ou 7 milliards, je crois, sur Circle. Et c'est pour ça que son titre a été coté à 31. Mais là, ça a explosé tous les records. Ça a été sursouscrit l'introduction à Wall Street 25 fois. Effectivement, le titre a triplé, quadruplé dès les premiers jours d'introduction. C'est rare de voir ça. Tout à fait. Mais et surtout sur les dernières intros qui étaient des semi-succès. Là, on a un vrai succès. Il y a un ratio au niveau des revenus. Il y a le fait que les taux d'intérêt directeurs sont très hauts. Et c'est comme ça que la société Circle génère ses revenus. Mais il y a également une dernière chose. C'est le fait que quand généralement les marchés swing, comme par exemple la période du Covid, et qu'on se retrouve à avoir les taux d'intérêt qui grimpent, généralement les marchés financiers accusent le coup. Là, c'est littéralement un titre qui devrait se faire valoriser quand on peut rémunérer facilement et sans risque, et donc quand les taux d'intérêt montrent.
Ouais. Ça vous a impressionné, Circle, cette introduction en bourse, qui donne d'ailleurs des idées à d'autres, hein, parce que quand dans un secteur, une intro marche bien, ça donne évidemment des idées aussi aux rivaux, aux concurrents, pour pourquoi pas à leur tour s'introduire, Claire. Oui, c'est impressionnant et c'était d'autant plus impressionnant que l'introduction en bourse de Coinbase, même si ça n'avait pas été un échec, n'avait pas été un succès aussi mirobolant. Et le cours de l'action Coinbase avait un peu fluctué, notamment pendant le dernier hiver crypto. Et donc c'est vrai que là, cette introduction en bourse de Circle, avec autant de succès, montre bien qu'on est dans une période euphorique et que les stablecoins, de manière générale, ont quand même le vent en poupe. Oui, et du coup, qui aimerait bien s'introduire? On entend parler de Gemini. Il y a Gemini, des frères Winklevoss, qui ont déjà commencé à échanger pour notamment s'inscrire à New York. Il y a également, c'est pas officiel, mais c'est sur toutes les lèvres partout, c'est sur toutes les analyses. Il y a Kraken qui, pour moi, vise l'introduction et beaucoup de fintech qui, je suis certain, à partir d'une certaine valorisation, c'est l'endgame de toute façon pour la plupart de ces boîtes. Et il y en a très peu qui ont la chance de rejoindre le cercle restreint des boîtes qui sont cotées, donc ce sera leur objectif. Oui. Kraken qui commence à tokeniser le marché action, qui va bientôt commencer sur les titres comme Apple, Tesla, ils vont commencer à les tokeniser. Tout ça, c'est à fait, important parce aussi. qu'ils viennent d'obtenir, si je ne dis pas de bêtises, l'autorisation, je me demande si c'est pas MiFID, qui leur permet justement de commencer à émettre des actions tokenisées et de distribuer ça. Alors ça, quand ce marché-là va complètement s'ouvrir, la tokenisation, ça va être incroyable. Bon, alors justement, on voit cette hybridation, l'œuf et la poule, c'est la question qu'on se posait. Qui changera qui le plus? Est-ce que c'est la finance traditionnelle qui changera les cryptos ou les cryptos qui peu à peu sont en train de changer, dénaturer, diront certains, la finance traditionnelle. En tout cas, Coinbase s'est introduit en bourse, ça a été un succès. Circle, incroyable succès. De plus en plus d'acteurs crypto choisissent la bourse et c'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose cette question embarrassante avec la musique qui fait peur que vous allez entendre de plus en plus fort, d'ailleurs, cette musique. Parce qu'elle est effrayante et qu'elle a sa place et son rôle, elle aussi, dans cette émission, Jonathan. Chaque semaine, donc, cette question qui fait peur, êtes-vous prêts, Claire et Owen? Ils sont prêts, ils n'osent pas le dire, mais ils ont le sourire. Voici la question de la semaine. Vous intéressez-vous, vous aussi, en tant qu'investisseur crypto, à la bourse, pour investir dans les stars de la crypto, à travers leurs actions cotées? On a le succès de Coinbase, celui de Circle récemment. Oui ou non, vous intéressez-vous plus en plus à la bourse pour investir? Claire? Oui, mais pas spécialement les actions des acteurs crypto. Ah, Owen? Spécifiquement les actions des acteurs crypto. Et vous aussi, votez, bien sûr. Et laissez en bas, après avoir voté en commentaire vos arguments, on essaie chaque semaine de rebondir dessus. Alors oui, mais que les acteurs crypto pour vous, Owen? Oui, mais pas que les acteurs crypto pour Claire. Pourquoi que les acteurs? Vous êtes fermé d'esprit, Owen? Non, en fait, pas du tout. Justement, j'ai diversifié mes actifs. Par contre, à l'époque où on ne pouvait pas mettre son Bitcoin en caution pour faire un prêt, je passais sur des actions crypto comme Coinbase et on pouvait mettre les actions Coinbase en caution pour pouvoir faire un prêt Lombard. Donc ça me permettait de garder de la liquidité tout en restant exposé au marché que je croyais et que je connaissais. D'accord, alors que Claire est plus open, quoi. Oui. Moi, je suis déjà exposé aux cryptos, donc je ne vais pas en plus acheter des actions d'acteurs crypto. J'essaye de diversifier un peu. On va regarder vos réponses à vous tous sur le fil X BFM Crypto. Donc, est-ce que vous vous mettez de plus en plus à la bourse pour investir en crypto à travers les valeurs cotées? On va regarder vos réponses et la réponse est non à 65%. Et vous avez tort. Non, je le dis parce que moi j'aime bien la bourse. Voilà. Et il y a BFM Bourse tous les jours, les amis, sur BFM Business. Je le dis aussi, c'est juste après d'ailleurs, avec l'ouverture à Wall Street. Je le vois, il est déjà prêt, c'est John Plassard. On va vivre avec lui l'ouverture des marchés américains comme chaque jour. C'était les pros des cryptos. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Owen Simonin pour Meria et sa chaîne YouTube Asher. On en est à combien, Owen? J'en ai aucune idée, je l'attendais. J'en ai aucune idée, je ne regarde pas. On compte plus les zéros. À la fin. Merci à Claire Balva également. Merci Guillaume. Merci Claire, VP Stratégie de Block et future directrice générale de la DAN. Bon week-end à tous. Les pros des cryptos à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros.